Je te redonne la bienvenue dans cet Astro Quiz numéro 9 que nous sommes en train de faire en cette fin de mars 2026, en pleine saison Bélier et qui porte sur les grandes tendances astrologiques 2026. Nous avons 11 questions mélangées. Il y a des questions vrai-faux, il y a des questions QCM à un seul choix et il y a des questions QCM à plusieurs choix. Dans des sessions antérieures de l'Astro Quiz, je posais des questions QCM de genre A, B, C, D et la dernière option E, toutes les réponses sont correctes ou aucune réponse n'est correcte. Je n'en ai pas inclus cette fois-ci, donc on est dans un niveau de difficulté supérieur, j'ai l'impression. Et j'ai essayé de garder les questions faisables, en fait. Vous me direz qu'est-ce que vous en pensez. Du coup, nous allons commencer par la première question qui est une question vrai ou faux et qui dit comme suit: l'année 2026 marque un basculement collectif majeur, notamment parce que quasiment toutes les planètes lentes changent de signe et modifient les dynamiques de fond. Vrai ou faux? Les personnes qui sont ici en direct avec moi sont en train d'utiliser l'outil mm, natif de Zoom pour faire leur quiz et donner réponse à ces questions. Mais toi, si tu nous regardes en différé ou même si tu nous regardes sur YouTube, quand je mettrai cette vidéo sur YouTube pour jouer, sache que je vais revenir sur les questions et je vais te donner les réponses tout à l'heure. Question numéro 2. Et quand je mets ce petit truc, ce petit dessin ici, ça veut dire que plusieurs options sont correctes. OK? La conjonction Saturne-Neptune en bélier peut produire A, la concrétisation lucide d'une vision longuement mûrie, B, une instrumentalisation idéologique ou spirituelle du réel, C, une paralysie liée à la peur de mal faire ou D, une clarté immédiate sur la direction à prendre. Bon, j'ai dit ou D, mais ça pourrait être et ou. Plusieurs options sont possibles. Suivante question. Vrai ou faux que le transit de Jupiter en Cancer, juin 2025 à juin 2026, favorise à la fois un développement de l'intelligence émotionnelle et un sentiment de bien-être global. Question numéro 4. QCM, une seule option, une seule réponse, parce que vous n'avez pas le petit truc ici, le petit icône d'options multiples. Avec Uranus en Gémeaux, attention, écoutez bien la question. Avec Uranus en Gémeaux, le risque principal ne sera pas la dispersion mentale, la surcharge informationnelle, l'illusion de compréhension rapide ou le manque d'idées. Suivante question. QCM et plusieurs options de réponse, plusieurs réponses acceptées. Avec Pluton en Verseau, donc 2024-2044, la transformation du pouvoir s'opère principalement à travers des figures politiques visibles et des décisions institutionnelles, des infrastructures invisibles de type technologique, informationnel, systémique, des dynamiques collectives décentralisées difficilement attribuables, un retour à des modèles de gouvernance traditionnels. Je répète que plusieurs options font la réponse correcte. Suivante question. Vrai ou faux que les éclipses sur l'axe Vierge-Poisson nous invitent à dépasser l'opposition entre intuition et rationalité afin de développer un discernement plus fin? Il y a une petite erreur ici.
Question numéro 7. Plusieurs réponses font la bonne réponse. Les éclipses sur l'axe Lion-Verseau mettent en tension A. La créativité individuelle et l'intelligence collective. B. Le besoin de se démarquer et le besoin de servir une cause plus large que soi. C. L'expression de soi et les systèmes impersonnels. D. Le monde émotionnel et le monde matériel. Question numéro 8. La triple conjonction Mars-Nœud-Sud-Jupiter en Lion que nous allons avoir en novembre 2026 mais qui fait partie, si tu veux, quand même d'une grosse tendance de l'année, comme évoqué dans le contenu L'astrologie 2026. Bon, cette triple conjonction peut se manifester par une amplification des élans créatifs et du courage d'expression, une tendance à rejouer des schémas d'ego ou de suraffirmation, une libération karmique liée à l'identité et à la reconnaissance, une période de retrait, d'introspection et de discrétion. Et plusieurs réponses font la bonne réponse. Parce que nous avons le petit icône ici. Ceux qui jouent en ligne, vous avez plusieurs cases à cocher, c'est différent. Question numéro 9. La dynamique globale de 2026 pourrait être résumée comme de gestation invisible, d'initiation et de lancement. Est-ce que cette phrase, elle est vraie ou fausse? Question numéro 10. En 2026, des erreurs stratégiques apparemment opposées, et là je pourrais citer par exemple attendre trop longtemps pour agir ou agir trop vite sans une vision claire, vouloir tout comprendre avant de commencer ou hum, se lancer sans rien comprendre et à l'arrache complet. Donc, ces erreurs stratégiques que j'ai déjà évoquées dans tout le contenu que j'ai fait sur l'astrologie 2026 peuvent avoir une même racine. Et donc, à ton avis, quelle serait la racine derrière ces stratégies, ces erreurs stratégiques? A, la difficulté à tolérer l'incertitude d'un processus qui est en cours de construction. B, un excès de confiance dans les opportunités venant de l'extérieur. C, une baisse de la créativité. Ou D, un manque de motivation durable. Et dernière question de ce quiz, le véritable enjeu 2026 est trouver sa mission de vie, se réinventer complètement, trouver une dynamique synergique entre vision, désir et action, attendre que les conditions soient favorables pour réussir. Et nous avons terminé la partie évaluation de ce quiz. J'ai pris le temps, tu ne l'as pas vu parce que je n'enregistre pas ça, de faire un tour des expériences de ceux qui font ce quiz en direct. Tout le monde a beaucoup aimé. Vous appréciez que je complexifie un peu et vous trouvez que ce quiz était très intéressant. Donc, je suis super contente. N'hésite pas à me dire, toi qui le fais en différé, comment tu l'as vécu. Nous allons maintenant donner les bonnes réponses pour que tu puisses t'auto-évaluer. Et, euh, et voilà, et que ce quiz soit aussi d'apprentissage, hein, parce que c'est ce que je disais aux personnes qui m'accompagnent en direct. Pour moi, les astro-quiz sont aussi une opportunité de vous faire découvrir ou regarder autrement ou intégrer
des, des enseignements sur les archétypes planétaires ou les grandes tendances d'une saison ou en ce cas-ci de l'année, d'une autre manière où tu vois parce que tout ce que j'ai posé ici comme question, je l'ai abordé d'une façon ou d'une autre dans les contenus que j'ai proposés au cours des derniers 3 4 mois. Donc, tu peux trouver toute cette information, notamment dans les leçons live mapping, dans le contenu que j'ai fait sur l'astrologie 2026, qui est très fourni et que j'ai fait en sorte de chapitrer. Il y a des chapitres pour que tu ne passes pas ta vie à trouver l'information. Et si tu veux aller écouter la section sur Pluton, ben, tu cliques sur le chapitre Pluton. Et si tu veux aller écouter la section sur Uranus, tu cliques le bouton d'Uranus ou sur l'axe nodal. Donc voilà, servez-vous de ces informations. Euh, et du coup, nous allons commencer avec cette première question. Vrai ou faux, numéro 1, l'année 2026 marque sans le moindre doute un basculement collectif majeur. Toutes les planètes nantes, sauf Pluton, qui est en Verseau depuis le début de l'année. Enfin, il a fait des entrées-sorties, mais fin 2024, il est entré de manière définitive en Verseau. Après, justement, j'ai fait une leçon sur Pluton en Verseau et l'expression de l'ombre Verseau. Et je vous expliquais pourquoi les derniers temps et la dernière rétrogradation que nous avions eue de Pluton en Verseau en 2025 marquaient un avant et un après dans ce transit. Et que nous allions commencer à voir beaucoup plus de contenu d'ombre qui allait émerger. hum, Parce que c'est comme ça que fonctionne Pluton. Je ne veux pas te refaire la leçon ici. Et je te renvoie vers cette leçon que tu trouves dans le dossier Life Mapping. Je l'ai mise, je l'avais faite courant saison Scorpion, je pense, certainement. Mais je l'ai remise, je l'ai republiée dans le contenu disponible tout au long de l'année 2026 parce elle sera pertinente, elle va nous accompagner. Cette tendance tout au long des prochaines années, mesdames et messieurs. Mais voilà, nous avons euh, Jupiter qui change de signe en juillet, nous avons Saturne qui est entré en Bélier, nous avons Uranus qui, dans quelques semaines, entre de manière définitive en Gémeaux, Neptune est en Bélier, enfin, change beaucoup de changements de signes dans des planètes lentes que j'appelle les game changers, moment de basculement collectif majeur et donc défi évolutif. Nous allons avoir également le changement de l'axe nodal. Il va basculer des signes poisson vierge où il se trouve en ce moment au signe verseau-lion. Et tout ça c'est des changements énergétiques très forts que nous allons être en train de vivre, nous, à un niveau individuel, parce que c'est nous qui portons, au final, tous ces changements, non? Et comment nous exprimons cette énergie. Donc, sans le moindre doute, basculement collectif majeur. J'ai fait également un contenu, d'ailleurs, il n'y a pas très longtemps, peut-être un mois, je répondais à la question de plusieurs personnes qui me disaient s'inquiéter de ce basculement collectif majeur. Et j'ai fait une capsule que vous trouvez sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Le monde va basculer, mais vers où concrètement? Bon, important que vous nourrissiez votre esprit et votre mentalité d'information qui vous permettent de garder un œil édifiant sur votre présent et ce que vous pouvez faire de votre futur. S'il vous plaît, messieurs, mesdames, en ces temps de grande noirceur plutonienne à un niveau collectif. Et maintenant que Uranus va entrer en Gémeaux, à un niveau informatif, enfin, dans les médias et tout ça, ça va être Uranus au service de Pluton. On en reparlera. Bon, question numéro 2, plusieurs réponses sont correctes. Et donc, je te disais que la conjonction Saturne-Neptune en bélier pouvait produire toutes ces options-là. Quelles étaient les bonnes? Réponse A, B et C. De toutes les réponses, la seule qui ne colle absolument pas compte tenu
de la dynamique que créent Saturne et Neptune en bélier, c'est la clarté immédiate sur la direction à prendre. Tu peux être enflammé par une vision, mais cette vision n'est pas nécessairement une garantie de direction à prendre. Et c'est bien l'enjeu. Nous allons en reparler, hein, parce que là, franchement, je suis en train d'essayer de terminer de sortir tout le contenu qu'il va falloir qu'il soit publié, parce que je vais être off, je vais être en vacances de mi-avril à début mai. Mais dès mon retour en mai, je termine de peaufiner le dossier Saturne en Bélier et nous allons avoir un petit guide qui va nous accompagner tout au long de ce transit et nous allons faire des exercices de coaching et de réflexion pour maximiser ce que nous allons apprendre avec Saturne en Bélier. Bon, pour l'instant, vous êtes aussi en mode collection d'informations, hein. Collecter l'information, c'est aussi important pour ensuite donner valeur à l'instruction et aux apprentissages. Mais bon, les trois réponses ABC étaient correctes. Vrai ou faux que le transit de Jupiter en Cancer favorise à la fois un développement de l'intelligence émotionnelle et un sentiment de bien-être collectif? Et là, c'était une question piège. Et je pense que tout le monde a eu faux. Enfin, tout le monde a donné la mauvaise réponse. C'était vraiment une question piège. Le transit de Jupiter en Cancer ne favorise pas un développement de l'intelligence émotionnelle et un sentiment de bien-être global. Le transit de Jupiter en Cancer, donc c'est faux. La réponse à cette question est faux. Jupiter en Cancer, comme je vous l'explique très bien dans le dossier Jupiter en Cancer, amplifie tout ce qui est travail émotionnel à faire. Donc, il peut amplifier aussi les attachements, il peut amplifier aussi les conditionnements émotionnels, il peut amplifier aussi les mécanismes automatiques qui viennent d'une gestion émotionnelle inefficace. J'ai envie de faire comme ça avec mes gros doigts. Euh, Ce que tu fais avec ça peut t'aider à développer l'intelligence émotionnelle et peut t'aider à atteindre un sentiment de bien-être global. Mais Jupiter en Cancer, démystifions maintenant, s'il vous plaît, ces histoires-là, n'est pas là pour te faire sentir bien. Au contraire, pour nombreux d'entre nous, Jupiter en Cancer a représenté, Jupiter, de manière générale, peut représenter un inconfort parce qu'il arrive et il amplifie ce qu'il y a dans le secteur qu'il visite. Et en Cancer, si nous avons des conditionnements importants, si nous avons des croyances limitantes importantes, si nous avons des enclenchements, comme je vous expliquais dans le dernier live que je faisais, entre émotion et récits du passé qui nous font sentir mal, tout ça est amplifié. C'est le but d'amplifier tout ça pour que nous disions, There's gotta be another way, comme on dit en anglais. Il doit y avoir une autre façon de faire ça. Est-ce que je vais toute la putain de vie fonctionner sous ces mécanismes? Non, je veux faire autrement. Je veux me donner une autre opportunité. Et c'est là que nous commençons à explorer les opportunités que nous présente Jupiter. Mais les opportunités que nous présente Jupiter ne sont pas de bien-être par défaut. Ça, c'est une salade de l'astrologie mainstream, l'astrologie pop, parce que sinon, tu ne vends pas. Si tu ne fais pas ce genre de contenu où c'est non, mais Jupiter en Cancer, ça va être super bon pour tout le monde, il n'y a pas de clic hein, sur ton contenu, tu vois? Donc, ne vous laissez pas emporter par ça. Et malheureusement, j'ai vu que vous vous êtes laissé emporter par ça. Jupiter en Cancer nous propose une croissance intérieure. Il nous propose d'élargir notre vaisseau intérieur. Et notre vaisseau intérieur est principalement émotionnel. Si nous sommes limités par nos mécanismes émotionnels, nous n'allons pas pouvoir accueillir de la croissance intérieurement. Et c'est ce que Jupiter en Cancer fait émerger pour nous dire, occupe-toi de ça. Et c'est ça ce qui va te permettre de dire, ah ok, c'est dans ce sens-là que je peux grandir. J'espère que je me suis expliqué cette fois-ci. Alors, le transit de Jupiter en Cancer favorise une meilleure compréhension des dynamiques émotionnelles dans ta vie
amplifie le besoin de travailler sur ça, non? De t'occuper de tes besoins. Parce que cancer, de t'occuper de ton enfant lunaire, de regarder et vous trouver les voies de grandir en intégrant cette partie tellement importante. Je ne fais que parler de l'enfant lunaire depuis ben, maintenant 9 ans. Bon, j'ai arrêté un peu l'enregistrement parce que je tenais quand même à débriefer les questions et les retours qu'on me fait ici en direct, tellement le transit de Jupiter en Cancer me paraît important. Je te jure, moi je pense que dans 2, 3 ans, quand on sera en train de étudier des trucs qui se passent en Cancer ou en lien avec le transit de Jupiter en Cancer, je vais vous dire, comme je vous dis aujourd'hui sur d'autres trucs comme Chiron en Bélier en 2024, comment je lui ai fait de la pub. Je n'ai fait que parler, j'ai l'impression, de ça, de Jupiter en Cancer. Parce que je trouve qu'une clé fondamentale de notre capacité pour gérer ce qui arrive est vraiment sentir que nous avons la main, nous gardons la main sur les événements qui arrivent, l'accélération, hum, le surplus informationnel et qui sera au service de l'ombre collective avec ce Pluton en Verseau, hein, qu'il nous reste encore quand même beaucoup de nettoyage et de conscientisation à faire, va être le travail que nous aurons fait à un niveau émotionnel. La capacité à accueillir émotionnellement, à nous ouvrir, à accepter notre vulnérabilité, à trouver une valeur dans cette vulnérabilité parce que c'est celle qui nous permet de nous relier authentiquement aux autres, hein, et de créer des dynamiques relationnelles qui nous proportionnent du bien-être, nous sentir soutenus. Franchement, c'est horrible de te sentir tout seul dans ce monde. Et quand toi, tu as su créer des dynamiques relationnelles où tu reçois du soutien et toi-même, tu es source de soutien, c'est à la fois gratifiant et à la fois réconfortant. Gratifiant parce que tu es source de soutien et réconfortant parce que tu reçois du soutien. Donc, franchement, c'est pour ça que je fais énormément de pub à ce Jupiter en Cancer. Je te renvoie une énième fois vers les riches leçons du dossier Jupiter en Cancer. Je lui ai dédié un dossier exclusif tellement il me paraît important. Ce n'est pas quelque chose que je fais avec tous les transits, hein. Je ne fais pas des dossiers Jupiter dans tous les signes, mais en Cancer, Jupiter est en exaltation. Et ce transit, il est absolument fondamental compte tenu de l'actualité astrologique dans laquelle il s'inscrit. Je voulais également partager avec vous qui êtes ici en train de m'écouter en différé quelques-uns des commentaires que l'on m'a fait ici en direct, comme le fait que Jupiter amplifie aussi les ombres, la loupe cosmique de tout, quoi que ce soit. Et quand il arrive dans un secteur de notre roue, ce qui doit être vu va être vu pour que on puisse grandir. C'est un message d'opportunité de croissance. Il y a quelqu'un qui me dit merci pour ces explications, je comprends enfin ce Jupiter en Cancer. Moi, j'ai l'impression que je ne fais que parler de Jupiter en Cancer, mais de toute évidence, je n'ai pas parlé suffisamment. Il faut que je continue. Et puis, il y a un autre commentaire super intéressant qui dit, c'est pour ça que perso, je ne kiffe pas particulièrement Jupiter, je préfère 1000 fois Saturne, tu sais à quoi t'en tenir. Et tu sais que tu vas devoir te retrousser les manches et mûrir, mais c'est tellement gratifiant à la fin. Et c'est vrai, ce n'est pas du tout faux ça. Mais moi, je dis toujours que Saturne sans Jupiter, c'est trop dur. Saturne sans Jupiter, on peut pas. On peut pas Saturne sans Jupiter. Parce que Jupiter, oui, il va faire remonter ce qu'il y a et il va l'amplifier avec derrière un souffle enthousiaste, avec derrière une intention de You can do this. Tu peux avoir accès à quelque chose de meilleur. Sens-toi capable. Va, donne-toi les moyens. Tu vas grandir dans ce sens-là. Et la preuve est que nous sommes nombreux, et il y a des témoignages ici en direct, que je partage avec toi qui nous regarde en différé parce que tu ne peux pas les voir. La preuve est que nous sommes plusieurs à, dans les derniers 9 mois, avoir grandi énormément à un niveau émotionnel. Parce que nous avons été à l'écoute, hein, des messages et que nous nous sommes dit, ah oui, moi je veux faire différemment dans ce sens-là.
On me pose la question que le replay du live sur Jupiter mercredi sera dispo la semaine prochaine. Oui, il sera dispo. Il me manque à enregistrer une partie. Je n'ai pas pu l'enregistrer à cause des travaux et des bruits, mais il sera la semaine prochaine. Donc voilà, la conversation sur Jupiter et Saturne se poursuit. J'ai également fait des contenus à ce sujet sur les principes d'expansion et de contraction que représentent Jupiter et Saturne et comment, ensemble, ils représentent la manifestation. Tous ces contenus sont créés dans le but de te donner de quoi nourrir tes processus de compréhension, tu vois? Et que quand toi, dans ta vie, tu sois en train d'essayer de créer de l'expansion, tu sens de la contraction, tu es toutes ces transmissions pour t'accompagner, donner sens à ce que tu es en train de vivre. C'est ça le but, tu vois? Donc oui, Jupiter sans Saturne, c'est expansion, enfin, élan qui n'a pas une limite. Cet élan, pour qu'il soit utile, il doit être contenu, tu vois, dans un certain cadre. C'est pour ça qu'on aime bien les anneaux de Saturne. Mais Saturne sans Jupiter, c'est trop dur. Parce que le principe de réalité, il est trop dur. Et je ne dis pas ça, comment dire, gratuitement, hein. Je ne dis pas ça parce que, ah non, on est des petits enfants et la réalité, elle est trop dure. Non, non, c'est que le principe de réalité, sans le sens qu'apporte Jupiter, est trop dur. C'est pour ça qu'après, les gens tombent en dépression. C'est pour ça qu'après, on fait des crises existentielles quand on est déconnecté de l'élan jupitérien. On est en pleine crise existentielle. Parce que le principe de réalité tout seul est très dur à avaler. C'est dur. Et j'évoquais tout à l'heure, les personnes qui ont Saturne en cancer, connaissent bien cette tendance à l'hyper-réalisme cruel dans ce secteur de leur roue. Hein, elles sont venues faire un travail de maîtrise de cette énergie, donc forcément qu'elles l'expérimentent. Moi, j'ai vu beaucoup de Jupiter en cancer dans mes consultations, donc c'est quand même un code que je n'ai pas, mais que je connais en profondeur à force de l'étudier pour mes clients. Bref, question super importante, question piège. Et voilà, tout le monde y est tombé. Next question, numéro 4, avec Uranus en Gémeaux. Et là, j'ai insisté, attention, ma question dit, le risque principal ne sera pas. Et la bonne réponse est la réponse D. Parce que nous aurons de la dispersion mentale à gogo, nous aurons une méga surcharge informationnelle, nous aurons aussi l'illusion de compréhension rapide, de contenu de plus, comment dire, court en plus court, de plus concentré en plus concentré, ce qui est néfaste pour le processus de réflexion et pour le développement de notre pensée philosophique. Et notre pensée philosophique est ce qui nous préserve notre liberté d'agir, hein, parce que sinon nous devenons des robots. Et regardez comment tout est relié. Donc, avec Uranus en Gémeaux, il va y avoir cette tendance de donne-moi 3 mots-clés et j'ai tout compris. Non, tu as compris une merde. Toi, tu crois que tu as compris. Mais non, comprendre en profondeur demande une élaboration, un développement de l'idée, utiliser les bons mots, faire les bonnes connexions, te donner le temps d'intégrer tout ça. Ok. Alors, bien sûr que pas tous les contenus se valent pour ça. Moi, personnellement, j'aime bien regarder des recettes sur YouTube et quand la personne, elle est en train de faire une vidéo où elle me met les graines de courge une à une pendant 2 minutes d'affilée, ça me saoule, hein. J'ai envie d'accélérer fois 5 si c'est possible. Ce n'est pas possible sur YouTube. Mais quand j'écoute une leçon de Kabbalah, par exemple, moi, j'ai pas envie que donne-moi les 3 mots et non, non. J'ai envie d'écouter mon prof, de voir comment il développe l'idée, de voilà, tu vois. Donc attention, avec Uranus en Gémeaux, on va être servi à ce niveau-là. Et à nous de compenser de l'autre côté. À nous de créer des routines, de dire, j'arrête le contenu en ligne, j'arrête d'être collé à mes téléphones et compagnie, je me prends un livre, je crée l'habitude de lire 5 pages tous les jours.
tous les matins si toi tu es du matin, tous les midis si tu es du midi ou tous les soirs si tu es du soir. Et je développe la capacité à rester concentré, à traiter cette information, à digérer les informations, à observer et valoriser comment l'auteur du livre ou du podcast que je suis en train d'écouter ou de la leçon développe son idée et comment moi je réagis par rapport à ça. Je prends du temps d'écrire, OK? Et tout ça, et tout ça. Parce que tu auras beaucoup d'idées, tu seras stimulé de partout, mais attention avec le phénomène brain rot, cerveau pourri. Je pense que vous êtes déjà toujours, tous au courant de ce que cela veut dire. Donc voilà, phénomène d'accélération, d'hyperconnexion et de méga stimulation mentale. Est-ce que tu vas le subir ou est-ce que tu vas appliquer la règle de l'homéostasie de compenser de l'autre côté? Pour sauver ta dimension mentale, ladies and gentlemen, s'il vous plaît, préservons notre cerveau et nos neurones, parce qu'on en a besoin, hein? Sinon, après, on va nous dire que ChatGPT est meilleur que nous, chose qui me énerve, enfin, ChatGPT ou les autres. Madame IA, comme dit, Madame Lia, comme dit un de mes lecteurs. Bon, bref, question numéro 5. QCM et plusieurs options étaient possibles. La transformation du pouvoir avec Pluton en Verseau s'opère principalement à travers B et C. Des infrastructures invisibles et des dynamiques collectives décentralisées difficilement attribuables parce que, ladies and gentlemen, Pluton n'aime pas se laisser voir, hein. Nous avons des codes comme ça qui sont des codes que j'appelle d'ombre, dont Pluton, dont Lilith, hein. Et si tu es en train de le voir clairement, soit c'est parce que tu as développé le regard et que tu es capable de lire entre lignes, c'est carrément une compétence plutonienne, hein. Quand tu es là en train de voir le bullshit des autres, que tu dis non, mais je te vois trop venir avec ton petit cinéma et tout. Mais, euh, mais de manière générale, Pluton, il agit dans l'ombre, hein. Hein, j'ai fait aussi des contenus sur les mécanismes de manipulation et tout ça de Pluton. Et en verso, tout ceci est en lien avec les réseaux, donc les systèmes, les technologies qui nous permettent d'être en réseau, la distribution d'informations. Alors imagine-toi quand Uranus entre en Gémeaux et qu'ils, eux, deux, sont en Trigone. Trigone, ça veut dire on fonctionne méga bien. Et Uranus, Trigone, Pluton, c'est le Trigone croissant dans un cycle qui a démarré et donc on est toujours dans la première phase du cycle. Et si tu as fait la leçon la structure fondamentale des cycles astrologiques, tu sais que la planète lente est au service de la planète rapide. Donc ici, Uranus au service de Pluton. Voilà. Donc voilà les deux questions, les deux réponses. Alors, on me dit brain rot, je ne comprends pas, je ne connaissais pas. Brain rot, je te l'explique très rapidement. C'est un terme qui fait appel comment dire, l'état pourri de ton cerveau. À force d'être en train de regarder du contenu vide de sens, du contenu qui ne favorise pas la réflexion ou du contenu qui favorise la réflexion, parce que quelque part, si tu veux avoir une certaine visibilité de ce que tu fais et des propositions que tu as, ben, il faut que tu communiques sur les réseaux. Mais entre les annonces, les pubs que met bah, tout le monde maintenant, insérées dans les contenus. Avant, YouTube te demandait est-ce que tu veux insérer des pubs. Aujourd'hui, ils s'en foutent. Ils te mettent des pubs au début et à la fin de tes contenus. Et seulement celles qui sont au milieu de tes contenus sont celles que toi, tu autorises. Mais t'imagines, les gens qui veulent monétiser leur contenu et qui ne disent pas, bon, bah, mon contenu, soit je le donne gratis, soit tu vas dans ma plateforme et tu payes, ils le monétisent comme ça. Et toi, tu es en pleine capsule de super intéressante, là, en train de réfléchir avec la personne, elle est en train de te donner des... Et tout à coup, tu as la méthode Boclet, blablabla, apprendre je ne sais quoi. Et ton processus de pensée, il est complètement cassé, interrompu. Enfin, c'est néfaste, hein. C'est néfaste. Ça, d'un côté, je devrais faire une leçon. Dites-moi si vous voulez que je vous fasse une leçon de toutes les expressions du brain rot. Il y a aussi la partie de
le scrolling sans fin. Donc, tu tombes, dis-toi, sur un Reels super sympa que la personne qui est, je ne sais pas, psychologue a passé 8 heures à créer, peut-être à faire son script, à voir qu'est-ce qu'elle allait. Enfin, 8 heures, je suis en train d'exagérer parce que franchement, si tu passes 8 heures à faire un Reels, il y a quelque chose que tu dois améliorer dans ta création de contenu. Mais voilà, tu vois ce que je veux te dire. Elle a passé quand même du temps à faire ça, c'est fourni, c'est nana. Et toi, tu le regardes, mais comme on est dans la mécanique automatique, on ne réfléchit même pas et c'est néfaste, bah, tu passes à la suivante et tu ne t'es pas donné le temps de dire, attends, je vais poser mon téléphone et putain, ce message que vient de me donner cette meuf, je prends mon carnet, j'écris dessus, regarde ce que j'ai compris. Il n'y a pas ça. Et quand il n'y a pas ça, ton cerveau, il perd en compétence et toi, tu perds en connexion avec ta pensée philosophique et ta capacité de réfléchir. Donc forcément que brain rot, cerveau pourri, de plein de ça, les tendances qu'il y a aujourd'hui dans la création de tout contenu multimédia, les séries, la quantité de scènes qui passent, le mouvement, par exemple, pareil pour les dessins animés. C'est fou! C'est fou les dessins animés comme en quelques années, ils ont changé complètement. Ça, c'est une surstimulation mentale pour les gamins qui n'ont pas le temps de processer l'information. Mais tu sais, il n'y a pas que les gamins, les séries font la même chose. Moi, je te recommande d'aller te taper une série qui était faite dans les années 90 et tu vas voir comment c'est dur la lenteur dans laquelle ces séries étaient, où tu te dis, ah, ça n'avance pas. Pourquoi? Parce que ton cerveau, il est accro, hein, comme si c'était de la drogue, à plus vite, plus vite, plus vite. Brain rot. Tout ça n'est pas une amélioration de ton cerveau. Tout ça n'est pas une amélioration de tes compétences mentales. Tout ça est un cerveau qui est euh, drogué, en fait, à la dopamine. Je ne connaissais pas ce terme, mais ça fait quelques années que je savais qu'on allait arriver à la surconsommation et surutilisation des réseaux. Et maintenant, il y a des études scientifiques assez alarmantes qui le prouvent. Et quand tu parles avec les profs, eux-mêmes en première ligne, sont en première ligne pour observer l'expansion de ce phénomène, totalement. Une leçon, please. Bon, écoutez, je vais me la noter parce que sinon, après, je zappe. Après, je ne peux pas vous promettre quand elle sera prête, mais en 2026. Brain rot. En plus, ça va très dans la main avec Uranus en Gémeaux. Et le fait qu'il va être au trigone de ce Pluton en Verseau. OK, let's continue. Question 6. Les éclipses sur l'arche Vierge Poisson nous invitent à dépasser l'opposition entre intuition et rationalité pour développer un discernement plus fin. Tout à fait. Elle était totalement vraie, cette réponse. Ça a été tout le but. Et justement, je reviens, parce que je profite, je fais comme une espèce de leçon aussi. Le fait que, comme je vous ai dit dans les multiples leçons que j'ai faites autour de cet axe, euh, nous n'ayons eu que des éclipses lunaires de nœud nord en poisson, en sachant que nous avions également la fin du transit de Neptune dans ce signe et que Saturne arrivait aussi dans ce signe. Ils ont fait, disons, la fin du transit de Neptune, ils l'ont fait ensemble avec Saturne. Tout cela nous a demandé également de développer un lien beaucoup plus mature avec ce que sont nos compétences spirituelles. Et qui dit compétence spirituelle dit ce qui vient avant, gestion émotionnelle. Et tout ça, c'est le travail de Saturne en poisson. Donc ça se recoupe. Dites-moi si c'est clair, s'il vous plaît. Question numéro 7. Des éclipses sur l'axe Lion-Verseau mettent en tension. Les bonnes réponses étaient A, B et C. Encore une fois, j'ai fait un podcast il y a de ça maintenant 5 ans, je pense, que je l'ai fait en 2021. Je ne me rappelle plus si c'était en 2021 ou 2022. Je me suis dit, waouh, celle-ci va être une dynamique super importante à étudier au cours des prochaines années, tellement on va voir de ping-pong en Lion-Verseau. Et j'ai fait ce podcast, Les enjeux de l'axe Lion-Verseau, je te le super recommande, où j'aborde tout ça.
Et cette année, nous allons avoir des événements majeurs en Lion, les oppositions à Pluton, enfin bref, ça va être super intéressant. Question numéro 8. Et voilà, un des événements que nous allons avoir, c'est cette longue triple conjonction Mars, nœud sud et Jupiter en Lion, qui se perfectionne en novembre 2026, mais qui va nous occuper plusieurs mois. Et elle peut se manifester par A, B et C. Ce ne sera certainement pas une période de retrait, d'introspection et de discrétion. Alors, il y a évidemment bien plus d'expression que ça de cette conjonction. Et à un niveau collectif, moi, je pense que ça va être vraiment un moment où des figures importantes, VIP, célébrités, peuvent être en pleine chute et même être en train de se débattre, en train de se battre pour ne pas chuter, en train d'essayer de contrôler la situation ou autre. Mais à un niveau très personnel, je pense que là, nous avons des tendances très marquées avec tout ça. D'un côté, un très fort élan créatif, courage de s'exprimer, oser être qui on est, ce qu'on a envie de faire, mais aussi tendance aussi à rejouer des schémas égotiques ou de suraffirmation, forcément, hein. Ça va main dans la main. Si on est en train d'explorer les élans créatifs, eh bien, on déborde, messieurs, mesdames. Et en même temps, la possibilité de se libérer karmiquement, parce qu'il y a le nœud sud là, donc un nettoyage, profiter de ce passage du nœud nord pour dire, OK, ben, j'ai identifié ça, j'ai identifié ces conditionnements karmiques reliés aux besoins de reconnaissance que je peux maintenant laisser aller. Donc, très, très intéressant moment que nous allons être en train de vivre. Question numéro 9. Est-ce que la dynamique globale 2026 pourrait être résumée comme une de gestation, d'initiation et de lancement? Ben, tout à fait. Tout à fait. Question numéro 10. En 2026, des erreurs stratégiques apparemment opposées, comme celles que j'ai évoquées tout à l'heure, peuvent avoir une même racine. À ton avis, laquelle? La bonne réponse était la question, la A. Une difficulté à tolérer l'incertitude d'un processus en train de se construire. Et pour terminer, le véritable enjeu 2026 est option numéro, lettre, option C. Trouver une dynamique synergique entre vision, désir et action. Alors, pour certaines personnes, dans cette, disons, intention de trouver une dynamique synergique entre vision, désir et action, il y aura une tendance à se réinventer complètement. Pourquoi pas? Hein? Tout dépend de comment vous êtes en train de vivre les transits et quels sont les transits qui vous touchent. Si tu as Uranus en train de te circuler sur le Soleil, c'est sûr qu'il va y avoir une tendance à te réinventer ou sur ton ascendant, par exemple. Mais ce ne sera pas une expression pour tout le monde. De toute évidence, la lettre D n'est pas une option correcte. Attendre que les conditions soient favorables pour réussir, l'année 2026 n'est pas une année pour attendre. L'année 2026 est une année pour vivre l'expérience, pour prendre des risques mesurés et pour avoir une certaine souplesse pour s'adapter en cours de route et saisir les opportunités quand elles sont à saisir et pourquoi pas décider à un moment donné d'un ajustement de cap, hein. C'est pour ça que j'insistais tellement lourdement dans Roadmap d'avoir un plan simple et une direction claire et de venir régulièrement à ces rendez-vous pour faire les ajustements nécessaires. Bon, ladies and gentlemen, nous avons terminé le très long Astro Quiz numéro 9 parce qu'il me paraissait super important. Tout ça participe à votre compréhension aussi de ces énergies qui vont nous accompagner tout au long des prochains mois. Tout ça apporte à votre réflexion, peut-être pas dans l'immédiat, mais dans les jours à venir. Il y a des compréhensions qui arrivent, il y a des choses que vous observez autour de vous. C'est là que vous voyez exprimer in real life les clés et les codes astrologiques et tout ça a énormément de valeur.
J'adore tes astro-quiz, on apprend tellement de choses. J'ai pris le temps de prendre note des questions-réponses ainsi que tous les commentaires complémentaires de tous les astro-quiz de l'année dernière. C'est extrêmement instructif. Je compte continuer à le faire. Cette année, je vais aussi me laisser de l'espace pour noter les réflexions que ça éveille en moi. Fuck the brain rot. Exactement, ne nous laissons pas brain roter. Oui, c'est très complémentaire avec les leçons. Merci. Oui, c'est pour ça que j'aime les combiner parce que c'est comme ça me permet aussi d'expliquer des trucs que je ne peux pas tout vous expliquer dans une capsule, même si je fais des capsules de 8 heures, que je ne veux pas faire non plus. Bon, je vais arrêter ici donc l'enregistrement. Ceux qui participaient en différé, n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous pensez de tout ça, si ça vous aide, si ça vous inspire, si ça vous donne de la niaque, parce que c'est le plus important, et si ça vous clarifie. Et nous, on va continuer notre session live mapping de l'autre côté. À tout de suite.